Bonsoir à tous, merci d'être ici. Oui, donc aujourd'hui, si je suis ici, c'est pour vous parler donc du thème du bruit des mondes. Et moi, je vais l'aborder dans le thème des vibrations et des vibrations perçues par le sol, en fait, et perçues par un certain type d'instrument qui est ce qu'on appelle un sismographe. Donc, pour illustrer mes propos pendant cette présentation, je ne vais pas m'intéresser à toutes les stations sismologiques, à tous les sismographes qui sont installés en France. Je vais parler principalement d'un qui est installé ici, pas très loin d'ici, à Loquirec. Donc, c'est la station qui est en haut à gauche sur la carte ici. Et donc, une station sismologique, quand on la voit sur le terrain, c'est quelque chose de pas très impressionnant. C'est ce qu'on a à droite ici. Donc, sur le plan, vous voyez Damien, notre collègue à Nantes, qui s'occupe de la station. Là, donc, on a une armoire dans laquelle on a l'acquisition, l'énergie, les télécommunications. Et au premier plan, vous voyez une tête de puits de forage avec en fait l'instrument qui est installé dans ce puits de forage à 10 mètres de profondeur pour qu'il soit bien à l'abri des perturbations, enfin des précipitations, et puis aussi des perturbations qui se passent en surface, donc que ce soit les animaux, le vent, et ainsi de suite. Donc, voilà à quoi ça ressemble en surface. Vous voyez, c'est pas très impressionnant. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a en fait dans ce tube? Donc, à quoi ressemble un sismomètre, composant d'un sismographe? Donc, sur votre gauche, voici le type d'instrument qu'on installe dans ces puits de forage. Donc, c'est le sismomètre qui fait, on voit pas bien à l'échelle, là, ça fait environ 50 cm de haut sur une quinzaine de centimètres de diamètre. Pas très impressionnant non plus, vous voyez, comme objet. Hein, c'est vraiment un cylindre en inox, voilà. Quel est le principe de fonctionnement de cet instrument? Donc, sur la droite, ici, vous avez une image avec un sismomètre qu'on a construit en Lego. Donc, avant que je lance la vidéo, ce qu'on peut voir, c'est qu'on a un système. Donc, il est posé sur une table. Donc, vous avez la base du sismomètre ici, avec une bobine en cuivre. Et dessus, vous avez une masse en métal qui est suspendue en l'air avec un ressort, qui est la plaque en métal ici. Donc, si j'allume la vidéo, je vais solliciter l'instrument. Et donc, vous voyez, je mets en mouvement la petite masse. Et ce qui se passe, c'est que la masse, en fait, est reliée à un aimant qui est ici, qui va se promener à l'intérieur de la bobine. Et vous savez peut-être que quand on promène un aimant dans une bobine, ça induit un champ électrique. Donc, un courant électrique, pour être plus précis. Et c'est ce courant qu'on va mesurer, en fait, avec un système d'acquisition. Et c'est lui qui nous permet d'enregistrer les vibrations du sol au niveau du sismomètre. Donc, à quoi ça sert maintenant? Donc, on voit comment ça marche, à quoi ça ressemble, à quoi ça sert. Donc, la première utilisation auquel on pense pour un sismographe, c'est d'enregistrer les tremblements de terre, et notamment de pouvoir étudier la sismicité au voisinage du tremblement de terre. Donc ici, ce que je vous ai mis sur la gauche, c'est la carte de la sismicité instrumentale de la France. Donc instrumentale, ce que ça veut dire, c'est les séismes, qui ont été détectés par des sismographes entre 1962 et 2020. Donc vous savez qu'on est dans cette région-là. Donc contrairement à ce que pas mal de gens pensent, on est quand même dans une région de nord-ouest de la France qui est assez sismogénique. Donc on a un certain nombre de tremblements de terre qui se produisent régulièrement. Donc c'est environ un quart de la sismicité en métropole. Et donc c'est grâce à ces instruments qu'on est capable de les détecter. Donc comment on fait en pratique derrière pour faire cette carte, pour avoir ces ronds sur cette carte de la France? On va enregistrer les signaux sismiques. Donc ici, je vous ai mis sur la droite 3 sismogrammes. Donc c'est la composante verticale, donc c'est le mouvement vertical du sol à une station sismologique, et trois événements sismiques. Donc un qui est très proche de la station, à une vingtaine environ 30 km du sismographe. Une autre qui a un peu moins de 100 km, et finalement un qui a un peu plus de 550 km. Donc ce qu'on peut remarquer sur ces sismogrammes, c'est que dans le premier cas où on est très proche de la station, on a l'impression qu'on a un seul paquet d'énergie qui arrive. Vous voyez qu'il ne se passe rien, et puis d'un coup, pouf, quelque chose arrête, des vibrations. Vous voyez, c'est vraiment le sol qui se met à vibrer, que le sismomètre enregistre. Et puis on a le passage ces ondes, et puis on revient à un silence calme qu'on avait, pas nécessairement au silence, mais au calme qu'on avait précédemment. Quand je m'éloigne un petit peu du séisme, on voit quelque chose un peu différent. On voit 2 paquets d'énergie qui arrivent. Vous voyez qu'on a un premier paquet d'énergie qui est un peu plus faible que le deuxième. Et si je suis encore plus loin, on pourrait presque en voir 3, mais on va se concentrer sur 2. On voit encore ce paquet d'énergie et ce deuxième. Et ce que vous pouvez voir, c'est qu'en fait, en fonction de la distance, ces 2 paquets d'énergie s'éloignent temporellement. Donc, ils sont de plus en plus espacés dans le temps. Et en fait, ce que vont faire les sismologues, c'est de pointer les temps d'arrivée de ces paquets d'ondes qu'on appelle des phases. On va avoir les ondes premières et les ondes secondes, les ondes P et les ondes S, parce qu'on est très original souvent en sismologie et en sciences.
On va mesurer cet écart de temps entre les deux. Et c'est ça qui va nous permettre de localiser sur une carte les tremblements de terre. Donc ça, c'est vraiment l'usage auquel tout le monde pense tout de suite. Mais en fait, si on prend un peu de recul sur un sismogramme, là, je vous présente un sismogramme d'une année complète. Donc c'est une année de mesure de vibration du sol à Lokirec. Donc vous voyez qu'il se passe plein de choses dans l'année. Donc on a une ligne, c'est une semaine de signal. Et puis on a ces jours, donc 1 jour, 2 jours, 3 jours et ainsi de suite. Donc on a les 52 semaines de l'année. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on voit là-dessus ? Donc déjà, vous pouvez voir des choses assez fortes, des signaux assez forts, des vibrations très fortes. Donc on en a 2 ici, plusieurs. Et à quoi correspondent ces vibrations ? En fait, ces vibrations, c'est des séismes qui se passent pas localement, mais loin en fait de la station sismologique. Et donc l'année dernière, ça a été une année assez riche en grands tremblements de terre. Donc on a eu notamment la Turquie en février, donc les 2 très gros séismes de Turquie qui ont fait énormément de dégâts et de morts. On a le séisme du Maroc qui a été très médiatisé également. Donc, c'est des séismes qui sont lointains, mais pas tant que ça. On est quand même à quelques milliers de kilomètres de la Bretagne. Mais on voit qu'on est aussi capable d'enregistrer des séismes beaucoup plus lointains. Donc, on a un séisme de magnitude 7 en Alaska, un séisme de magnitude 7,7 au niveau des îles Loyauté. Les îles Loyauté, c'est proche de la Nouvelle-Calédonie. Donc, avec une station sismologique installée en Bretagne, on voit les séismes qui se passent partout sur Terre. Donc, ça peut paraître surprenant, mais c'est surtout super intéressant parce qu'avec ces événements-là, on est capable d'avoir des informations sur la structure interne de la planète. Donc, si on sait que la Terre a une structure comme celle qui est présentée à droite, donc avec une croûte, un manteau supérieur, un manteau inférieur, un noyau externe liquide et une graine, c'est grâce à la sismologie principalement. Donc, sur la vidéo à gauche, je vous ai montré, c'est une simulation numérique qui vous montre la propagation des ondes à l'intérieur de la Terre. Et ce qu'on remarque, c'est que ces ondes, en fait, elles vont être sensibles à la structure de la planète. Donc on va avoir des ondes, des vibrations qui vont rebondir un peu comme la lumière à travers les surfaces et donc être capable d'être enregistré à une station sismologique en surface. Et en fait, chacun de ces petits paquets d'ondes qui arrivent, donc ces petits paquets de vibrations qu'on perçoit en surface, nous donnent une information sur les couches qui ont été parcourues par les ondes sismiques. Donc en fonction de ces rebonds et de la vitesse à laquelle ces rebonds parviennent à la station, on a des informations sur à la fois la composition en termes de couches, mais aussi sur la composition de ces différentes couches. Donc voilà, donc c'est vraiment quelque chose d'assez remarquable. Maintenant, il ne se passe pas que ces choses-là dans le signal sismologique. Là, je vous ai parlé de ces gros pics, de ces paquets d'énergie assez impulsifs et qui ne durent pas très longtemps, enfin qui durent quelques heures quand même. Si on regarde, ça c'est une journée. Donc, on voit des choses qui se passent sur plusieurs jours, voire quelques semaines par moment. Et vous voyez que si on regarde quand ça se produit dans le courant de l'année, on a ces choses que j'ai entourées en bleu, là, qui sont assez fortes quand c'est entouré en bleu, qui se produisent principalement au début du sismogramme et à la fin de ce sismogramme. Donc si on regarde, là on est plutôt janvier, février, mars, puis ici on est octobre, novembre, décembre. Donc vous aurez compris que c'est l'hiver et l'automne. Et par contre, en été, vous voyez que le trait là, qui représente les vibrations enregistrées à la station, il est très, 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 très fin. Donc les choses ont l'air calmes. Donc, on voit qu'il y a des variations au cours de l'année des vibrations qui sont perçues un peu en permanence par la station sismologique, ce qu'on va appeler en fait grossièrement le bruit. À quoi est dû ce bruit ? Donc en fait, si on fait cet exercice pour toutes les années, pour plusieurs années d'affilée, donc ici je vous ai mis un graphique qui représente l'énergie sismique, donc en gros le volume sonore, le volume du bruit enregistré par les vibrations du sol. C'est pas du son, c'est vraiment les vibrations du sol. On voit cette oscillation de cette énergie avec de l'énergie qui est forte, donc du bruit qui est assez fort l'hiver et du bruit qui est assez faible l'été. Donc, ce que perçoit la station sismologique à Lokirec, et en fait à n'importe quelle station sismologique à la surface de la Terre, c'est le bruit de l'océan. Donc, on est en train de voir avec les stations sismologiques l'activité océanique, et notamment l'hiver, on a les tempêtes, mais pas les tempêtes qui se passent nécessairement sur la côte, ici dans le Finistère ou dans la Manche, les tempêtes qui vont se produire par exemple au Labrador, entre le Canada et le Groenland. Donc, des vibrations qui vont être générées très loin au large par les trains de houle qui se propagent en sens contraire, par exemple, qui vont générer des ondes qui vont taper sur le plancher océanique et se propager partout sur Terre. Donc les stations sismologiques, elles voient ce bruit continu et qui perturbe quand même notre capacité notamment à détecter les petits séismes. Si on regarde les choses, alors je vous ai parlé de choses à la journée, au mois, à l'année. Là on va regarder des choses sur une semaine environ, mais plutôt que de regarder des signaux qui sont assez lents, assez mous, j'ai pas tellement parlé de fréquence jusqu'à présent, on va regarder des vibrations qui sont extrêmement rapides dans le signal.
Et ici, bon, c'est pas Loquirec, c'est une station qui est à côté de Nantes, parce que pour illustrer la chose, c'est plus simple quand on est près d'une grande ville. Donc, je spoil un peu la chose, mais donc ce que vous voyez ici, c'est pareil, c'est l'énergie sismique. Donc c'est le volume de bruit qui varie au cours du temps. Et donc, la couleur sur ce graphique, c'est en orange, c'est les jours de la semaine, donc du lundi au vendredi, et puis en vert, c'est les jours du week-end. Donc, je pense qu'il n'y a pas besoin de faire une conférence de 4 heures pour vous faire comprendre que la semaine, il y a plus de bruit que le week-end. Donc, vous comprendrez tout de suite que ce n'est pas l'océan, ce n'est pas le vent, c'est nous, en fait, qui générons ces vibrations par notre activité. Et donc, la nuit, il y a moins de vibrations, il y a moins d'activité humaine. Et puis, quand le jour se lève, on commence à se déplacer, à s'activer, à faire des travaux, à faire claquer les portes, les trains se mettre en marche, les machines à recommencer, et ainsi de suite. Et puis, il y a une autre chose qu'on fait aussi en tant qu'animaux, en tant qu'être humain, c'est qu'on aime bien manger. Donc, sur le midi, on a besoin de manger. Donc, vous voyez qu'il y a un creux le midi également. Donc, le midi, on va s'arrêter, on arrête de travailler, on se pose, on va manger. Et donc, l'énergie sismique baisse. Donc, voilà. Donc, les sismomètres sont des assez bons espions de ce qu'on fait la plupart du temps. Et donc, vous voyez que le week-end, on voit le même motif, mais avec des amplitudes beaucoup plus fortes. Donc, notamment, on a été capable aussi de très bien voir le confinement. Ça se voit très bien dans les villes. Le confinement pendant le Covid, on a une baisse immédiate et très puissante de cette énergie sismique à proximité des grandes villes. Quand on est en plein milieu de la campagne, au final, on n'a pas tout à fait les mêmes motifs. C'est un peu plus varié. Donc, sur cette dernière diapositive, je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble, pourquoi on a cette énergie sismique qui augmente au cours du temps quand on est près d'une ville notamment. Donc, c'est ici 3 sismogrammes sur 3 jours, avec la nuit en bleu, la journée en jaune. Et donc, vous voyez que la nuit, grosso modo, le bruit, il est assez fin. Et puis, quand le jour commence, on a ces pics d'énergie qui arrivent et qui sont de plus en plus nombreux et de plus en plus forts. Et donc, le 3e jour, vous voyez très bien cette baisse de l'activité à proximité vers midi. Alors là, on est en temps universel, donc ça peut être décalé par rapport au temps humain. Ce n'est pas midi exactement, c'est 10 heures. Mais voilà. Donc les sismomètres, c'est des instruments qui ne sont pas très impressionnants à regarder. Les installations ne sont pas très impressionnantes non plus, mais par contre, leur capacité à détecter les vibrations sont vraiment exceptionnelles et c'est vraiment des instruments très, 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 très utiles et puissants. Je vous remercie. Bonjour tout le monde. Je remercie aussi mon collègue avant d'avoir fait une super introduction en sismologie parce que ces notions-là, on va les réutiliser pour étudier un petit peu ce qui se passe sur un autre monde un peu éloigné, c'est Mars. Parce que la mission InSight a donc envoyé un sismomètre sur Mars il y a quelques années. Donc on va essayer de voir ce qui s'est passé. Mais d'abord, un petit mot sur Mars. Ici, vous avez quelques images de Mars et de la Terre pour vous montrer un petit peu la comparaison. Donc Mars, c'est un peu la cousine de la Terre. C'est une planète qui s'est formée à peu près au même moment, il y a plus de 4 milliards d'années. Vous voyez que par contre, au cours du temps, elles ont pas évolué de la même manière. Il y en a une, c'est une belle planète où il fait bon vivre. On a de l'eau, une belle atmosphère, un temps magnifique, même à Roscoff. Et par contre, sur Mars, on voit qu'on a un désert aride, une atmosphère ténue, où il ne fait pas bon vivre, des températures assez extrêmes. Et donc, on ne sait pas trop pourquoi ces deux planètes ont eu des destins si différents. Et donc, jusqu'à présent, on a envoyé plusieurs missions sur Mars. Vous avez sûrement entendu parler de Curiosity, Perseverance, ces petits rovers qui se baladent, qui sont très populaires, parce qu'ils ils peuvent bouger, ils regardent la surface de Mars, ils grattent. Mais, comme vous l'a dit Michael, pour comprendre un peu l'évolution d'une planète, il faut aussi étudier sa structure interne, savoir s'il y a une graine, comment elle a évolué au cours du temps. Et donc ça, pour le faire, il faut de la sismologie, il faut de la géophysique. Et donc, c'est les questions qu'on s'est posées avec cette mission, c'est quelle est la structure interne de Mars et quelle était son évolution au cours du temps. Est-ce qu'on a une structure comme sur la Terre avec graines, noyaux liquides, etc., etc. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ces dernières années ? On a envoyé en 2018 donc, la mission InSight. InSight, ce n'est pas un rover, c'est un lander, un atterrisseur donc, qui ne bouge pas. C'est une station fixe qui fait à peu près 6 mètres de long. Et vous voyez, elle fonctionne sur panneaux solaires. On en reparlera peut-être un petit peu tout à l'heure.
Et c'est une vraie station géophysique. On n'a pas qu'un sismomètre, on a aussi une sonde thermique, une vraie station aussi météorologique, capteur de pression, de vent. On a aussi des antennes. Mais nous, ce qui va nous intéresser, c'est ce qui est ici sous la cloche, ici. Tac, tac, tac. Ici, voilà. Sous la cloche, ici, vous avez le sismomètre CEIS. On en est un petit peu fiers de CEIS parce que c'est un sismomètre français, en fait. C'est une des premières fois que la NASA a accepté d'avoir un instrument principal qui n'était pas américain. Donc là, on a ce sismomètre qui a été développé par le CNES, l'IPG à Paris et Sodern. Et donc, vous avez ici une vue d'artiste un petit peu de ce qui se passe sous cette cloche à fromage qui protège, on va dire, des intempéries le sismomètre. On a aussi une protection thermique et à l'intérieur, vous voyez, on a une sphère qui contient les capteurs. Alors les capteurs, il y en a plusieurs. Il y a celui-là, ça c'est le capteur français qui s'appelle VBB pour Very Broadband, capteur large bande qui écoute une certaine gamme de fréquences. Et vous voyez que c'est vraiment de l'horlogerie, hein, c'est tout petit, ça fait cette taille-là à peu près. Et il y a 3 capteurs comme ça qui sont emboîtés avec 3 autres capteurs qui écoutent une autre gamme de fréquences et qui ont été développés les courtes périodes par nos amis britanniques de l'autre côté. On leur fait coucou. Et donc, vous voyez, tous ces capteurs-là ont été emboîtés les uns dans les autres. Et ici, ce petit schéma vous montre toujours ce principe des sismomètres que vous a très bien illustré Michael, à savoir, on a notre atterrisseur, on a un séisme qui se passe quelque part sur la planète, et on va regarder le trajet des ondes, leur rebond, et essayer de voir si ces rebonds nous renseignent sur la structure interne. Donc, retour en 2018, lancement et atterrissage d'InSight. Le lancement, il a eu lieu sur la côte ouest états-unienne. Là, vous avez la fusée qui est présentée ici. Et ça s'est fait, oui, à Vandenberg, donc en Californie. Et c'est parti en mai 2018 et la sonde est arrivée en décembre. Donc vous voyez un petit voyage de 6 mois pour atterrir sur la plaine d'Elysium, ici, sur le planisphère. Donc là, c'est un planisphère martien. On a l'habitude de voir les planisphères terrestres avec nos continents, les océans et tout ça. Là, c'est le planisphère martien. Il faut savoir qu'on a plein d'images de Mars depuis des années, donc on connaît très très bien la surface de Mars. Et là, vous avez une vue topographique, c'est-à-dire que les couleurs rouges vous donnent une idée des hautes altitudes par rapport aux couleurs bleues qui vous montrent les basses altitudes. Et vous voyez que Mars est un peu partagé en deux. On a les hauts plateaux au sud et les hémisphères nord montrent ces basses plaines. Et au milieu, on a des grandes provinces volcaniques comme Tharsis, où au milieu, là, vous avez Olympus Mons, qui est le plus gros volcan du système solaire. Et donc nous, on s'est posé juste ici, donc proche de ce qu'on appelle la dichotomie martienne, proche de cette frontière entre ces hauts plateaux et ces basses plaines, en dessous, pas très loin de ce volcan Elysium. Je vous ai dit, on a une super imagerie de la surface de Mars parce qu'on a plein de satellites qui orbitent autour. Et donc on a eu la chance, quelques jours après l'atterrissage, d'avoir une image. On a demandé au satellite de passer au-dessus et de prendre une photo. Et on a une image qui s'appelle, donc le capteur s'appelle iRISE, c'est 25 cm par pixel. Donc c'est de la très haute résolution. Vous voyez que le sol est complètement cratérisé et on a des petits points noirs ici. Et quand on zoome sur ces petits points noirs, alors je suis désolé pour l'éclairage, c'est pas optimal, mais ici on voit la station avec ces 2 panneaux solaires. Le petit point blanc, c'est le sismomètre. Ici, vous avez le parachute qui a freiné la descente, relié donc au chapeau qui tenait l'atterrisseur. Et là, le bouclier thermique, parce que quand il y a une atmosphère ténue, mais elle est là quand même, et quand on la traverse, il faut protéger quand même le capteur. Je vous ai dit, c'est de l'horlogerie. On fait faire un sacré voyage, on ne veut pas que nos capteurs se cassent, donc c'est quand même une équation assez compliquée à résoudre. Ça, c'est les premières images qu'on a reçues de la station. Quelques minutes après, on a reçu une image vraiment du sol. Tout allait bien. Et puis, quelques temps après, on a eu une image aussi de l'atterrisseur avec le sismomètre et la cloche à fromage dont je vous parlais tout à l'heure. Et très vite aussi, on a fait avec le bras robotique un petit selfie parce que c'est la mode. Donc là, vous voyez la station, tout va bien, elle s'est bien déployée. Et très vite, on a commencé le déploiement des instruments. Et là, donc, c'est le sismomètre qui a été déployé par ce petit bras robotique. On a le câble qui le relie à la station pour faire passer les données et les commandes. Et là, on a posé la cloche, le temps passe, etc. Donc tout ça a été robotisé via les centres de commandement à la NASA sur la côte ouest.
Et quand on a atterri, on voulait savoir si nos capteurs étaient en forme, quand même, s'ils avaient bien vécu le voyage. Et là, donc, c'est pas le capteur, c'est pas le sismomètre qu'on a allumé ici, c'est le capteur de pression. Et tac. C'est le capteur de pression et c'est un peu à la mode de changer les fréquences pour faire entendre un peu le son des capteurs, on va dire, de ces formes d'ondes. Et donc là, on a eu le son lié au capteur de pression. Je ne sais pas si ça va marcher. Là, imaginez-vous sur Mars. Un désert froid et aride. Donc le capteur de pression, finalement, c'est comme un micro où le vent vient souffler dessus. Donc finalement, on avait une idée de l'atmosphère martienne qui régnait. Et donc on s'est mis à écouter là notre sismomètre pour détecter des séismes. Et on était assez déçus parce qu'on n'a pas eu de séisme tout de suite. On s'est dit, mince alors, qu'est-ce qui se passe ? Il a fallu attendre le 128e jour après l'atterrissage pour avoir le premier séisme martien qui est situé ici. Donc ici, vous reconnaissez ce que vous a montré Michael, le sismographe, où on voit ce paquet d'ondes qui arrive. Il est un petit peu différent que celui qu'on voit sur Terre. Là, c'est une autre façon de représenter les données. On appelle ça un spectrogramme, où on regarde en gros l'intensité de toutes les gammes de fréquences. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais c'était un moment assez émouvant, puisque finalement, vous voyez, on a le premier sismographe en haut à gauche, terrestre, enregistré en 1889. Les premiers enregistrements lunaires qui ont été déployés par les astronautes pendant les missions Apollo, qui sont montrés en haut également. Et là, c'est le premier séisme détecté sur une autre planète. Donc c'était assez émouvant. Je peux vous le faire écouter aussi, celui-là. Vous allez voir, ça fait un bruit un petit peu bizarre. Tchouk, tchouk, tchouk. Vous pouvez monter le son, au cas où. Il n'y a rien qui sort. Ok, c'était léger, mais ça donnait une idée, un peu comme un sonar, un petit peu un passage d'ondes. Et là, après, c'est le bras robotique qui a bougé. Voilà. C'est un petit peu exotique, mais c'est rigolo. Donc, vous voyez que par rapport au paquet d'ondes qu'on a vu tout à l'heure sur Terre, là, on a un signal qui est plus diffus, beaucoup plus long, qui ressemble un petit peu aux signaux lunaires. Les signaux terrestres, ils sont très courts. Les signaux lunaires, ils sont très longs. On peut avoir des séismes qui durent plusieurs dizaines de minutes, voire même 1 heure. Et là, on a quelque chose qui dure assez longtemps, aussi 30 secondes. Donc on a plusieurs sources de séismes. Et c'est ça qu'ensuite qu'on a cherché à étudier au cours de la mission. Et donc, après 4 ans de mission, on a détecté plus de 1300 événements sismiques. Donc, la question qu'on peut se poser, c'est d'où viennent ces séismes ? Là, vous avez une carte qui est présentée. Alors, vous reconnaissez la station InSight, c'est un petit zoom sur la vue tout à l'heure, les hauts plateaux, les basses plaines, le volcan Elysium. Et là, vous avez des petits points. C'est un petit peu le bazar avec ces bananes. C'est les gammes d'incertitude des localisations. Parce qu'on a une seule station, c'est assez compliqué de localiser, on peut en reparler. Mais en tout cas, ici, une des premières surprises qu'on a eues, c'est que la majeure partie des événements qu'on a enregistrés venaient d'une zone qui s'appelle Cerberus Fossae. Cerberus Fossae, je vous montre ici une image. C'est une image à moyenne résolution. Vous voyez des fractures géantes. Pas besoin d'être des géologues pour voir ça. On a des coups de griffe dans la croûte. Cette zone de fracture, elle fait plus de 1200 km de long. C'est presque la longueur de la faille de San Andreas. Sauf que là, ce n'est pas la faille de San Andreas parce qu'on n'a pas de tectonique des plaques sur Mars. Ce sont des fractures ouvertes géantes qui sont liées à de l'activité de magma en profondeur. On n'est pas loin du volcan Elysium. Et ces fractures, on le savait géologiquement parlant, c'est une des structures les plus récentes sur Mars. Et là, on avait la confirmation que peut-être ces fractures, elles sont encore un petit peu actives. Là, c'est les imageries haute résolution dont je vous ai parlé tout à l'heure, iRISE. On voit la taille de ces fractures, c'est des canyons gigantesques qui font 1 km de large, 1 km de profondeur, donc c'est assez impressionnant. Donc ça, c'était une source des séismes, donc de la tectonique, mais pas des plaques, juste de la fracturation. Une autre source de séismes sur Mars, c'était les impacts de météorites. On s'attendait à avoir beaucoup d'impacts, et finalement, on en a eu un qui est arrivé, vous voyez, le 24 décembre 2021, donc un beau cadeau. Puisque ça a été le plus gros impact de météorites jamais enregistré et détecté sur une autre planète.
Donc là, en fait, le signal en haut est montré. Cette fois, vous voyez, on a les paquets d'ondes dont parlait Michael tout à l'heure. Donc on a pu localiser le séisme. On s'est dit, oui, il a eu lieu sur l'origine de cet événement a eu lieu par là. Donc on a dit au satellite, est-ce que tu peux faire un survol sur cette zone? Et il est passé au-dessus de cette zone et voilà ce qu'il a découvert. Donc ici, vous avez une image d'un cratère d'impact où vous avez également tous les éjectats qui ont été propulsés, tous les matériaux qui ont été propulsés. On voit même donc on peut en déduire la direction du bolide. On a même vous voyez des auras qui montrent le souffle de l'explosion, qui ont soufflé les sédiments. Et lorsqu'on zoome sur cette zone centrale, on voit très très bien le cratère d'impact qui faisait 150 mètres de diamètre. Et on a même des traces blanches. C'était de la glace qui a été mise à l'affleurement. Donc, on peut en reparler aussi, je n'ai pas trop le temps, je crois que je dépasse déjà. Une troisième source un petit peu exotique de séismes, c'est des séismes liés à l'activité atmosphérique, quelque chose qu'on appelle les dust devils. Dust devils, c'est des tourbillons de poussière qu'on connaît très bien sur Terre, on en a aussi dans les déserts, qu'on voit souvent même dans les films quand vous voyez les virevoltants qui passent comme ça. Et ben, lorsque ces déstabilisations elles se verticalisent, elles forment des tourbillons. Donc c'est de l'activité atmosphérique et on les connaissait bien parce que sur Mars, on les avait déjà imagés avec les rovers d'avant. Donc ça, c'est Spirit qui avait pris des petites photos d'un Dust Devil qui passait devant lui. Et lorsque ce Dust Devil passe, il passe l'aspirateur, donc il enlève la poussière et il va avoir un effet de succion sur le sol qui va donc créer des vibrations, qui va tilter le sol. Et ça, on va pouvoir l'enregistrer sur le sismomètre. Donc vous avez ici le capteur français qui a enregistré sur ces trois composantes la déformation liée au passage du Dust Devil, et on a également la chute de pression. Lorsque le Dust Devil passe, ça se confirme aussi avec ces données-là. Je vais conclure sur cette slide, juste pour vous dire que la mission a été un large succès, puisqu'on a répondu à la majeure partie des grandes questions qu'on se posait. Elle a duré 4 ans, donc 2 fois plus longtemps que prévu. Malheureusement, au bout de 4 ans, la poussière a eu raison de ces panneaux solaires, donc on n'avait plus d'énergie pour faire marcher la mission. Mais ce n'est pas grave, on a pu sonder l'intérieur de la planète et notamment détecter le noyau externe ici. On a vu que c'était assez surprenant, il faisait une taille assez grande, il fait plus de la moitié du rayon de la planète. Donc ça avait plein d'implications sur sa composition, etc. Et puis on a pu sonder aussi les couches sous le lander et de voir qu'on avait une couche très altérée, très fracturée, et donc une croûte qui avait une certaine épaisseur. Donc voilà, si vous voulez d'autres informations, il y a plein de choses sur le site internet qui n'est pas indiqué en bas à gauche, et j'en suis désolé, mais je peux vous le redonner plus tard. Merci beaucoup.